utiliser ça, donc juste va utiliser la forme, et on ne va pas du coup se poser les questions de fond. Et je crois que d'appeler apartheid, ça empêche de discuter vraiment des discussions de fond sur les discriminations qui existent et qui sont scandaleuses. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question avant les réponses ? Chez vous, il n'y a qu'une série de questions. Après, on dit ce qu'on veut et vous ne pouvez plus rien dire. Ok, je vais plus loin. Moi, j'ai une question en fait concernant la situation des Arabes, des Palestiniens d'Israël. On voit en fait qu'il y a de plus en plus d'Arabes, de Palestiniens d'Israël qui s'engagent dans l'armée, qui font partie des partis politiques, certes très mainstream ou alors d'extrême gauche. Comment ces personnes sont perçues Maj, toi en tant que Palestinien d'Israël, comment tu vois ça est-ce que c'est une manière pour eux d'intégrer l'État et d'espérer que cet État leur accorde des droits ? Ou alors est-ce que c'est quelque chose de complètement... une société détruite à l'intérieur même d'un État qui ne les reconnaîtra pas ? Une autre question ? Bon, on va commencer les réponses. S'il y a une autre question, on aura peut-être le temps de la prendre après. Je veux bien commencer. Sur les premières questions, parce qu'il y en a plusieurs. Le président de la Cour suprême, ça, les ministres et compagnie, ça n'invalide absolument pas le fait qu'il y a des discriminations institutionnalisées. Je veux dire, le président pourrait même être arabe, hein. C'est pas ça le problème. Le problème n'est pas de faire un espèce de truc quantitatif de combien il y a de gens dans les instances, mais quand même, etc. Le problème est de qualifier juridiquement les choses. De même que, et moi je le sais bien parce que je travaille dessus, il y a des gens dans les territoires palestiniens de Cisjordanie qui ont d'excellents rapports avec les autorités israéliennes et qui font plein d'argent et qui sont très riches. Ça n'empêche pas que la majorité de la population soit discriminée institutionnellement. Le questionnement sur l'apartheid, c'est ce que j'ai dit au début, c'est pas de dire oui mais ils peuvent s'asseoir sur les mêmes bancs ou ce genre de truc. Il y a différentes manifestations possibles de l'apartheid. Et bon, c'est sous forme de boutade, mais des trucs que j'ai déjà entendus pendant quelques années, c'était il n'y a pas dans les bus la zone réservée aux Arabes et la zone réservée aux Juifs. Depuis un an, c'est encore mieux. C'est plus les mêmes bus pour relier les villes de Cisjordanie à Israël. Il y a les bus pour les Juifs et les bus pour les Palestiniens. Donc on peut dire ce qu'on veut, mais au bout d'un moment, il y a des éléments de fait sur le terrain qui ont des traductions légales. Et c'est institutionnalisé. À partir du moment où il y a 1%, le problème c'est qu'il n'y a pas 1%, c'est qu'il y a plus de 90%. À partir du moment où il y a 1% d'un bout de terre en Israël qui est réservé aux Juifs, on est dans le cadre d'une discrimination institutionnalisée. J'y peux rien. Et sur le fond politique, Israël peut tout à fait tolérer une minorité de 20% de Palestiniens, avec quelques représentants, etc. Parce qu'il s'agit de sécuriser une majorité juive pour maintenir un État d'Israël comme État des Juifs. Vous pouvez donner des droits aux 20%. Les mécanismes de discrimination institutionnalisée, c'est ce qui a été expliqué là, ont pour objectif d'assurer cette suprématie. C'est-à-dire, y compris dans le tract, c'est rigolo parce que c'est écrit il n'y a pas de loi restrictive sur les relations sexuelles et conjugales. Sur les relations sexuelles et conjugales, peut-être, mais si vous n'êtes pas juif en Israël, vous ne pouvez pas vous marier avec un juif. Enfin, vous êtes au courant quand même. Donc, on a le droit de le faire avant le mariage, mais bon, au bout d'un moment, il y a quand même 2-3 trucs. On comprend. Bah oui, il n'y a pas de mariage civil, mais ça, c'est dommage, par exemple, que vous ne l'ayez pas mis
dans le tract. Et le regroupement familial dont on a parlé là, c'est un excellent moyen, en réalité, d'assurer un contrôle sur la reproduction, entre guillemets, des Palestiniens. Et c'est très clair. Et c'est posé comme ça. Et je vais venir sur cette histoire de l'extrême droite israélienne qui se servirait de l'accusation d'apartheid et tout. L'extrême droite israélienne n'a pas attendu qu'il y ait une campagne internationale de boycott ou des gens qui parlent d'apartheid pour être d'extrême droite. Voilà. Et auparavant, ils utilisaient d'autres arguments. Avant, c'était l'OLP était des terroristes. Puis finalement, l'OLP sont devenus des gens avec qui on peut parler. Donc on a discuté avec eux. Mais finalement, c'était pas ce qu'il fallait. Donc du coup, on s'est mis à taper sur le Hamas. Et puis là, maintenant, l'étape, c'est apartheid, il n'y a pas le droit de le dire. La prochaine étape, je ne sais pas laquelle ça sera, mais il y aura toujours une bonne raison pour l'extrême droite israélienne de disqualifier toute solidarité avec les Palestiniens. Et moi, je ne définis pas les termes y compris de travaux scientifiques, en fonction de ce que va en penser l'extrême droite. Je veux dire, on peut écrire des trucs sur la France, l'extrême droite ne va pas aimer. Ben moi, je ne vais pas définir ce que j'écris en fonction de ce que va en penser Marine Le Pen. Voilà. Et donc, je suis ravi d'entendre que l'UEJF combat l'extrême droite, parce que j'imagine que du coup, vous n'avez pas de rapport avec le gouvernement israélien. Parce que c'est un gouvernement qui est dominé par l'extrême droite, et vous le savez aussi bien que moi. Voilà. Donc, j'espère qu'on se retrouvera donc, dans les prochaines manifestations de protestation contre la venue en France de représentants de ce gouvernement d'extrême droite, je n'en doute pas. Et dernière chose, sur la question de la Jordanie. Alors, déjà, c'est pas le bon exemple. Tu aurais dû prendre le Liban. Parce que là, au Liban, effectivement, il y a une discrimination institutionnelle contre les Palestiniens. En Jordanie, ils ont des papiers jordaniens et ils ont les mêmes droits. Depuis longtemps, parce qu'en fait, c'est la majorité des habitants de Jordanie, c'est des Palestiniens. Donc voilà, il y a eu des premiers ministres palestiniens, il y a eu tout ça, et il n'y a aucune séparation juridique entre les Palestiniens de Jordanie et les Jordaniens de souche. Je veux dire, il n'y a aucune différence. Donc c'est pas le bon exemple, mais parlons du Liban. Voilà, parce que je suis de bonne foi et que je suis là pour discuter. Parlons du Liban. Oui, il y a des discriminations contre les Palestiniens au Liban. De même qu'il y a eu, et moi c'est quelque chose que je répète toujours, voilà, les plus grands massacres commis contre les réfugiés palestiniens ont été commis par les autorités jordaniennes en septembre 70, septembre noir, à peu près 4000 morts, et les milices chrétiennes du Liban. Mais je veux dire, on peut parler de la politique israélienne et puis on peut parler de la politique du Liban, mais on n'est pas obligé systématiquement, quand on parle d'Israël, de parler de ce qui se passe à côté. Je veux dire, et à partir du moment où, par exemple, l'appel BDS prend en compte les revendications des réfugiés, et bien justement, l'appel BDS, c'est ce qui fait le lien entre les situations des différentes communautés palestiniennes, qu'elles soient en Israël, dans les territoires de Cisjordanie ou à l'extérieur. Voilà, et moi j'invite tout le monde à poursuivre la discussion, et je précise juste sur cette histoire de débat contradictoire. Alors d'abord sous forme de boutade, quand par exemple, j'avais pas vu comment était annoncé le débat, le titre était quand même apartheid israélien et résistance palestinienne, donc éventuellement la contradiction aurait pu être entre quelqu'un qui dit qu'il y a de l'apartheid en Israël et quelqu'un qui dit qu'il y a la résistance en Palestine. Mais au-delà de ça, quand on fait un débat sur le Tibet, par exemple, ça m'est arrivé, il y a assez peu de gens dans les salles qui disent « mais vous n'invitez pas de représentants de la Chine ?» Non, on débat de la situation d'un peuple opprimé, on n'est pas obligé d'inviter des représentants, soit directs, soit indirects, du pouvoir qui les opprime ou qui le défendront directement ou indirectement. Et par ailleurs, c'est une conception plus générale de ce que c'est le débat, la confrontation des idées, etc. Moi, je suis pour que les opinions qui sont très peu reprises dans les médias mainstream, très peu diffusées largement, décriées, qu'on veut interdire, qu'on veut empêcher de s'exprimer, etc., puissent s'exprimer pleinement, sans qu'en plus on leur afflige d'avoir systématiquement un contradicteur. Voilà, des fois on a le droit de s'exprimer, il y a un débat avec la salle, etc. Mais c'est pas parce qu'il y a un contradicteur à la tribune que ça change fondamentalement le sens de la discussion. Oui, moi je veux répondre aussi à l'adhérent de l'UEJF
il s'agit quand même d'être un peu sérieux sur la gravité de la situation. Hein, on est face à la persécution quotidienne de tout un peuple. Hein, il y a continuellement des destructions de maisons, il est continuellement exproprié, victime d'assassinats ciblés. Hein, c'est quelque chose d'absolument insupportable. Et tout ça au nom de valeurs juives. Ça, c'est quelque chose qui ne peut pas être admis. Depuis sa création, l'État d'Israël se fonde sur l'exclusion d'un autre peuple, sur l'exclusion du peuple palestinien. Hein, c'est un État qui se prétend juif, hein, et qui se... Il n'y a qu'à regarder l'évolution de la carte de la Palestine. Hein, avant 1947, il y avait le peuple palestinien sur tout un territoire. Après, il y a eu 67, donc la colonisation en 60. Et maintenant, qu'est-ce qui reste du peuple palestinien quand on regarde une carte, hein? Il reste des lambeaux, des bantoustans. Hein? Et après ça, vous allez discuter, non, c'est pas vraiment l'apartheid. Non, mais soyons un peu sérieux. Hein? C'est aussi grave que ce qui s'est passé en Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid. Comment peut-on être indifférent comme ça à la souffrance humaine, hein, à la souffrance de ses voisins, au blocus de Gaza? Que je sache, l'UGIF ne s'est pas opposé au blocus de Gaza. Il faut quand même être un peu sérieux. Hein, si on prétend être pour les droits des gens, contre le racisme, tout ça, il faut l'être à l'égard de toute population. Il ne faut pas réserver un statut privilégié à l'une des populations. Et ce qui est en question, moi je le dis, hein, c'est la survie d'un peuple en tant que peuple. Je ne parle pas des individus, mais bon, bien sûr, il n'y a pas eu des millions de Palestiniens qui ont été massacrés. Mais le peuple palestinien, en tant que peuple, il est en danger de disparition. C'est ça la situation clairement aujourd'hui. Il y a beau y avoir tous les négociations de paix bidons, tout ça, les Palestiniens sur la scène internationale, bon, ben, ils sont complètement acculés. Voilà. Merci beaucoup. Just in response to your question, I wanted to go back to tell you that, again, as I told you, the education system and the standard, the way of living that the Arab population have in Israel is they're not prevented, but they lack that the sort of education they should have to know that their identity is as an Arab, as a Palestinian, and what they belong to, and what the situation really entails. Now. Pour répondre à la question, et voilà, il rappelle que les Palestiniens d'Israël manquent de tout en termes d'éducation, en termes de culture, etc., pour avoir les moyens de se construire l'identité et d'avoir les armes que nécessiterait la situation dans laquelle ils vivent. Now, of course, you can realize that there's a huge wave of young Arab citizens that want to identify themselves with something. Now, not the big majority that goes to work and just lives traditional Palestinian Arab life, but the ones that want more ambition, and therefore they want to associate themselves with the state of Israel. They want to be considered as a citizen. But personally, I believe that doesn't really take them really far, because, as I said, culturally they are considered as the Arab or the other. And just in continuation with your question about Arabs joining the military. Sur du coup, cette situation dans laquelle sont les Palestiniens d'Israël, effectivement, voilà, ils ont du mal à se définir et à se penser dans cet État, et toute une partie d'entre eux veut avoir sa place et avoir sa reconnaissance par l'État. Et donc c'est intégré en fait, voilà, il dit pas le mot intégration, mais c'est ça que ça signifie, et pour lui c'est quelque chose qui va pas loin, parce que de toute façon systématiquement ils seront toujours considérés comme l'arabe, l'autre, et donc ne pourront pas s'intégrer. Et donc sur la question du service militaire, yeah, just to comment on that, there's two things that you should keep in mind. First of all,
the Israeli army, the military has a huge campaign of propaganda of providing pictures or video documentary about certain individuals from the Arab community that do join the army to make it into a more fashionable, not fashionable, but to like show, okay, just the opposite of what we're talking about today. However, alors, la première chose, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer le fait qu'il y a une vraie propagande organisée par l'armée israélienne pour montrer des photos, des images, etc., de quelques individus arabes qui font leur service militaire, et donc de présenter ça comme étant la démonstration que l'armée israélienne est ouverte, que donc tout ce qu'on raconte nous ce soir est faux. However, the numbers of these individuals are very minimal, and to add to that, the Palestinian minority is also divided into sects of Muslims, Christians, Druze, Bedouins, etc. And most of the people that do join the army are not necessarily of the majority, which is Arab Muslim. So the people that end up going are maybe the Druze or the Bedouins who have certain other obligations to the state of Israel. Voilà, et donc il faut se dire que c'est juste quelques individus en réalité qui font leur service militaire, et il ne faut pas sous-estimer le fait que les différents Arabes qui vivent en Israël sont eux-mêmes subdivisés en différents groupes. Il y a les Palestiniens, mais voilà, il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a des Druzes, il y a des Bédouins, et de fait, en réalité, c'est plutôt chez les Druzes et chez les Bédouins qu'on va trouver des gens qui font leur service militaire. Voilà. Okay, does that answer the question? Alors, je vous encourage à regarder le journal Le Monde. Je crois que c'est celui de ce soir ou d'hier soir, qui fait sa une sur les sanctions contre Poutine. Pourquoi je vous dis ça? Vous comprenez très bien pourquoi je vous dis ça. C'est-à-dire que l'armée russe occupe la Crimée depuis quelques jours, et que ça y est, l'Union européenne, etc., est en train de réfléchir à un dispositif de sanctions économiques pour que Poutine évacue la Crimée. Et dites-vous que, parce que c'est illégal au regard du droit international. Et voilà, dites-vous que la campagne de boycott, c'est juste parce que ça fait 47 ans que Israël occupe illégalement la Cisjordanie et les bandes de Gaza, et que les sanctions n'ont toujours pas été envisagées, et que donc à un moment, fallait le faire à leur place, quoi. Voilà.